n'y a rien qu'on ne peut pas faire avec les légumes. Donc, on peut faire purée, soupe, liquide, grillé, mijoté, braisé, ajouter plein de choses. Pour moi, les légumes ne sont pas des accompagnements. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Il y a 5 ans, notre invité avait son restaurant à Montréal. Installé depuis 14 ans, encensé par la critique et les clients, la table était reconnue comme l'une des meilleures de la ville. Et puis en 2020, notre invité ferme le restaurant, quitte Montréal, déménage en Montérégie pour ouvrir une table à la campagne, en utilisant les produits de son jardin au gré des saisons. Elle est chef propriétaire du restaurant Bika. Aujourd'hui, c'est Fissoun qui est dans le jus. Bonjour Fissoun. Bonjour. Salut. Salut. Alors toi, tu as eu l'envie de passer ailleurs avant la pandémie, avant la mode? En fait, ça, c'était c'était une longue préparation, on dirait. Ça a été toujours derrière dans ma tête. Ça vient de très loin de mon enfance, de la Turquie. C'est une histoire que j'ai racontée 10 000 fois, mais je peux raconter pour vous aussi rapidement. S'il te plaît. Donc, je suis née, grandie au bord de la mer Égée en Turquie. C'est un village, ça a été un village, là présentement c'est une petite ville. Et tout était naturellement mangé selon la saison. Et on mange local, ce qui est disponible, et on ne gaspille pas. C'est si simple que ça. Donc, c'était naturel. Le mot biologique n'existait pas, organique n'existait pas dans ce sens-là, parce que c'était naturellement comme ça. Donc, la vie retournait autour de calendrier. Au printemps, on a des artichauts, les gourganes, on mange ça, les poissons pendant toute l'hiver longue. Après, c'est petit à petit l'été, les melons d'eau arrivent, les aubergines, les piments, puis la tomate prend la place. Après, on passe à d'autres choses. Donc, ça tournait comme ça. Puis, moi, je viens aussi de la place qui est dominée par les oliviers. Donc, à l'automne, on a toujours la récolte des olives. Après, on envoie les olives à une usine qui passe pour faire l'huile, qui les presse, je veux dire. Et donc, après, l'huile d'olive arrive à la maison, mais on ne mange pas ce qui est pressé très fraîchement. Il faut laisser tremper. Donc, dans le fond de cuve, on peut l'appeler comme ça, je pense que c'était un contenant cuit en terre énorme. Donc, il y a toujours le résidu de l'huile d'olive de l'an d'avant. Donc, ma grand-mère faisait de savon avec ça. Donc, ça tournait comme ça. Donc, c'était le savon était pour laver les vaisselles, pas les vaisselles, mais les linges. Donc, c'est pour nous se baigner. Donc, c'était vraiment extrêmement connecté avec la nature, avec la saison. Et ça fait partie de mon ADN et ça fait naturel pour moi. Puis en arrivant à l'Amérique du Nord, à Montréal, puis trouver des supermarchés géants, donc c'est les aliments de partout du monde, de toutes sortes de climats et de toutes sortes de saisons dans le même entrepôt, comme supermarché. Ça m'avait vraiment shaké en arrivant ici. Là. J'étais comme, je ne sais plus où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange. T'es arrivée à quel âge J'avais 28 ans. Je n'étais pas toute jeune, mais jusqu'à là, je n'avais pas voyagé. Donc, je n'avais pas vu des grandes villes américaines ou nord-américaines, en tout cas. Donc,
pour moi, c'était comme tu manges là où tu es dans ton pays. Mais en fait, c'est pour ça que c'était super intéressant aussi voyager en Turquie. En tout cas, c'est parce qu'à chaque fois on change une région, on mange d'autres choses. Donc, on mange leur spécialité, ce qu'ils font et tout. Donc, pour moi, c'était toujours le plus grand plaisir. Tiens, on va aller à telle région, on va manger de ça. Puis on va faire de je ne sais pas quoi. Moi, je voyage pour manger, donc tout court. Puis, donc c'est ça. C'est sûr que ça m'a déstabilisé un peu, mais je suis une personne très curieuse. J'ai quand même tout goûté. J'ai adopté, puis j'ai continué à ma vie. Je n'étais pas toujours une chef. Je n'étais pas toujours chef professionnel. Je cuisine depuis que je suis toute petite. Donc, je ne me rappelle pas à quel âge je pense que j'ai appris à marcher puis j'ai appris à cuisiner en même temps. Donc, parce moi, je suis grandie dans la cuisine littéralement avec ma mère. Mon père qui était un enthousiaste de la nourriture. Il a vécu pendant 80 ans puis il a parlé que de la nourriture. Mm-hmm. Donc, c'était sa raison d'être. Mais est-ce qu'il était du métier de la restauration? Non, il était... il avait des oliviers. Il faisait maraîcher quand il était plus jeune avec ses parents. Et après, il était... comment on dit? Il avait un supermarché, mais un petit supermarché. On ne parle pas des entrepôts, là. Une épicerie, quoi. Une épicerie, exactement. Une épicerie de local. Lui était bien connu dans le village et entourage. Donc, c'est les gens qui cultivaient des raisins, par exemple, ou je ne sais pas quoi, comme il l'amenait tout le temps à mon père. Il savait qu'il était enthousiaste. Puis, il trouverait le meilleur dans tout entourage, qui fait quoi. Donc, moi, je n'avais pas mangé des œufs qui étaient refroidis déjà pendant des années. Donc, c'était vraiment, ça venait des poules de toutes à côté. Puis, j'avais jamais vu un poisson qui a été déjà en filet. Donc, pour moi, le poisson, c'était toujours que tête entière, même vivant. Ça bouge encore un peu. Donc, c'est toujours courbé si c'est décédé. Rigor mortis. Mais ça n'a jamais vu le frigo avant qu'il arrivait à notre table. C'est notre table, notre comptoir de cuisine. Ma mère nettoyait. Elle m'avait appris, je ne sais même pas, comme j'avais probablement 5-6 ans, comme je nettoyais les sardines avec mon petit doigt, enlever le ventre, puis arracher la tête ou je ne sais pas quoi, laver dans la mer, puis griller ou frire pour manger. Donc, ma mère était ma première chef et la seule probablement. Puis, elle m'a appris tout. Elle a presque 83 ans maintenant. Puis elle cuisine toujours des choses intéressantes. Elle apprend des recettes. Mais elle continue ce qu'elle faisait avant aussi. Sa cuisine est vraiment comme orientée sur le détail, la perfection de cuisson, de quantité d'eau, l'huile, assaisonnement, la texture, la contraste. Donc, elle n'a pas étudié dedans, là. Elle est une femme de foyer, mais elle cuisine à la perfection. C'est quoi le plat de ta mère qui me manque? Qui te manque ou qui te marque quand tu penses à un plat de ta mère? C'est quoi le plat qui vient tout de suite? C'est légumes. Elle cuisine extrêmement bien les légumes. C'est dans la cuisine turque, il y a un volet, ou je ne sais pas comment dire. C'est comme les légumes confits un peu avec l'huile d'olive, mais ils ne sont pas trempés dans l'huile. Donc, sont juste comme... Il n'y a pas d'eau. Il y a un petit peu de tomate, l'oignon, l'ail, l'huile d'olive. Mais on cuit doucement. Tout reste intact.
mais c'est très soyeux dans la bouche. Ça glisse quasiment, ça se mange tout seul, mais il y a une éclat de saveur. C'est pas des épices, je parle pas des épices, donc je parle vraiment comme si jamais vous n'avez pas mangé de haricots verts, par exemple, cuits de cette manière-là, vous ne savez pas à quoi ça goûte, les haricots verts. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de refaire, toi, ici? Je fais tout le temps. Je suis pas loin d'elle. Et alors, mais l'huile d'olive, c'est quand même l'un des ingrédients clés de cette façon. Et toi, tu la prends d'où alors, ton huile d'olive? Tu dois être super piqué dessus. Oui, pendant que j'avais le restaurant à Montréal, on faisait amener de la Turquie. On utilisait cette huile-là. Mais depuis qu'on est ici à Obika, puisque je fais la cuisine locale, je prends plus de produits locaux possible. J'ai laissé tomber l'huile d'olive. L'huile de tournesol bio, il y en a 3 ou 4 producteurs. Moi, j'ai utilisé tous les 3. Ils se ressemblent beaucoup. C'est bio et c'est pressé froid. Donc, c'est vraiment une super bonne qualité. Ça remplace quasiment l'huile d'olive. C'est juste, ça goûte beaucoup de tournesol. Ça goûte pas l'huile d'olive. Ça goûte pas d'olive, mais ça goûte tournesol. Puis je cuisine des légumes de la même manière, mais avec cette huile-là. Puis souvent, les clients sont toujours comme flabbergastés. Donc puis ils pensent que c'est l'huile d'olive. Ah ouais, ils pensent que c'est... Oui, puis à chaque fois, quand je fais une présentation, puis on donne aussi des menus imprimés, c'est marqué dessus qu'on n'utilise pas l'huile d'olive, on utilise l'huile locale. C'est une huile vraiment extraordinaire. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais jamais goûté de poisson qui était passé au frigo ou en filet, c'était entier, les œufs qui n'étaient jamais au frigo. Toi, quand tu as goûté tes premiers œufs ici, ça a dû être tout un choc? Oui, c'était. C'est sûr qu'au début, c'était difficile. Donc, il n'y a rien qui goûtait ce que moi, j'étais habituée. Mais la curiosité, ça passe par-dessus un peu. Donc, je voulais goûter tout, je voulais manger tout. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à cuisiner plein de choses. C'était pas seulement la cuisine turque. Mais même de côté cuisine turque, il y avait plein de choses que je faisais pas parce que soit ma mère le faisait, soit les gens autour de moi qui le faisaient. Donc, on fait pas de baklava à la maison en Turquie. Donc, il y a des maisons de baklava partout. Donc, mais quand on s'éloigne, puis on a envie de manger, et puis il n'y en a pas, ou au moins il n'y en a pas la façon qu'on est habitué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire nous-mêmes. Mais c'était aussi le moment que j'ai compris que j'ai été probablement née pour devenir chef, mais je ne savais pas. C'est à ce moment-là, quand tu es arrivé au Canada, que tu as fait ça, tu as compris ça? Donc, c'est comme... j'ai étudié quand même en informatique. J'ai passé des années au bureau. Mais après, comme il y avait des moments, je faisais des entrevues, soit pour employés ou pour évaluation de travail ou je ne sais pas quoi. J'avais commencé de donner des exemples et des analogies à partir de la cuisine. Donc, c'était le moment que j'ai fait comme, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, j'ai décidé de changer la carrière en ce moment-là. Puis, je suis retournée à l'école, j'ai fait l'étude. Oui, je savais comment cuisiner. Puis, ce que je cuisinais était peut-être OK pour faire quelque chose de petit ou service traiteur ou je ne sais pas quoi. Mais j'aimerais mieux d'avoir la formation nécessaire pour être professionnel dans l'industrie. Surtout, je n'étais pas très jeune, donc j'étais rendue 32 ans. Je voulais vraiment être sûre qu'est-ce que je fais. Et donc, j'ai commencé, je voulais aller à l'ETHQ, mais ils ne m'ont pas accepté. Les personnes
que je parlais, elle m'avait dit comme c'est pour les jeunes, parce que j'avais 32 ans. Mais je pense qu'elle n'avait pas aimé mon accent plus tôt. Anyway. Donc, après, j'ai trouvé Collège La Salle, puis j'ai étudié là-bas. Puis, j'ai commencé petit à petit. Au début, je faisais le service traiteur à partir de chez moi. Puis, à un moment donné, je n'étais plus capable parce qu'à chaque fois que je faisais un service traiteur, les gens qui venaient pour l'événement voulaient m'engager pour leur prochain événement. Puis, j'étais saturée de demandes. Puis je cherchais un espace pour un local, une cuisine pour faire ça. Je ne voulais plus faire à partir de chez nous. J'avais trouvé le local là où mon premier restaurant, le Sceau, était, à Verdun, sur la rue Wellington. Il n'y avait pas nécessairement des bons restaurants. Il n'y avait pas grand-chose à parce que l'époque. c'était il y a 20 ans, donc c'était pas la rue hype et branchée. Non, de absolument maintenant, hein. pas. Puis les gens me disaient comme, t'es folle, ça va être une faillite majestique. Donc, personne ne pensait que j'aurais le succès. Mais pourquoi tu voulais t'installer à Verdun? C'est parce que simplement tu n'avais pas l'argent d'aller ailleurs, ou Ben, c'était ça ne va juste pas t'aimais dire ce que j'ai quartier, dépensé moins. De toute façon, ça se fait tout avec le prêt de banque, ce genre de trucs-là. Donc, il faut juste travailler énormément pour payer ça. Mais, mais non, oui, ça serait aussi comme service traiteur. Donc, ce n'était pas grave là où je suis. Mais on fait quelque chose de bon, puis les gens vont nous suivre. Donc, ils vont venir pour manger. Puis, je pense que c'était avec la tête que j'avais encore de la Turquie. Moi, je prendrais 2 heures pour aller manger quelque chose de bon quelque part, puis je retournerais. Puis, souvent, les gens font ce genre de truc-là. En Turquie, on est habitué d'aller manger la spécialité d'une cuisine de quelqu'un ou d'un je ne sais pas quoi, puis aller manger, puis retourner, ou rester là, puis retourner. En tout cas, donc, pour moi, c'était pas nécessairement comme que je suis à Verdun, puis les gens ne viendront pas. Puis c'était ça, en fait. Oui, on a commencé, puis 3 mois plus tard, les gens venaient de partout. 3 ans plus tard, on avait des clients, des touristes dans le sens comme les gens venaient vraiment pour manger des autres provinces. On avait des clients réguliers de New York. Donc, je pense qu'à chaque fois, ils venaient à Montréal, ils venaient chez nous. Ça marchait fort, hein, Ça marchait très fort. Ça marchait très, très C'était fort. combien de places? Et on avait 75 chaises. OK. Mais on faisait des soirées de 150 à peu près. En tout cas, j'ai plus saisi après la fermeture, j'ai plus compris après la fermeture l'ampleur de l'amour autour de ce restaurant-là. J'ai vu des gens pleurer littéralement. Donc, j'ai vu les larmes vraiment dans ses yeux. Ça t'a fait quoi de voir ça? Ah, ça a brisé mon cœur, là. Ça brise toujours mon cœur, même aujourd'hui, parce que tous les jours qu'on reçoit des gens ici, il y a au moins 2-3 tables qui nous suivent, même après 5 ans. Pour être plus complet sur le Sceau, le restaurant de Verdun, c'était pas la cuisine 100% turque, c'était de la cuisine contemporaine avec une touche de turc, ou comment tu le définirais? C'était quand même la cuisine turque. Mais ce que moi, je comprenais de la cuisine turque. Parce que c'est déjà comme quand on parle de la cuisine française. Un restaurant qui fait la cuisine française tout au complet, c'est impossible. Donc, on fait des exemples. On fait un peu de sud, un peu de nord, je ne sais pas quoi. C'est un peu ça que je faisais. Moi, je n'étais pas chef avant de venir. Donc, je ne sais pas comment qu'ils font en Turquie. Moi, je ne crois pas la façon de dire authentique. Ça ne se peut pas authentique. Si on est 8000 kilomètres loin d'un pays, faire sa cuisine authentique, c'est pas normal. Donc, pour moi, c'est comme en Turquie, 7 régions, 7 différents climats, 7 différents backgrounds historiques, culinaires.
je ne sais pas quoi. Ce sont tous de différentes cuisines. Donc, je vais au sud, il y a un kebab, il y a un plat. Un restaurant qui amène ce plat à Istanbul, ils disent qu'ils ont amené tous les ingrédients de là-bas. Je vous jure que c'est pas pareil. C'est impossible. Donc, une fois qu'on change la location, c'est plus authentique à partir de là. On essaie juste d'avoir l'essence de ce plat. Mais j'utilise des aubergines ici qui ont plus de jus, plus d'eau, comparé les aubergines qui sont différentes là-bas. Mais le plus important, c'est vraiment aller chercher l'âme de ce plat-là. Donc, c'est l'esprit ou la culture de manger, la culture de la table de la cuisine turque que je voulais amener. Donc, je fais un plat légèrement différent. Ça me dérangeait pas parce que moi, selon moi, quand on parle de authentique dans ce sens-là, soit copier, mais fake, soit fait quelque chose authentique à moi. Ton interprétation, en fait. Oui, c'est ça. Puis aussi, pour moi, donc, les plusieurs ingrédients ici, comme les herbes et tout, je les ai découverts par goûtant que c'était un truc que j'utilisais ou ma mère utilisait quand j'étais en Turquie, comme le marjolaine. Moi, je connais pas c'est quoi marjolaine. Nous, on l'appelait complètement d'autres choses. Puis je me rappelle pas à quoi ça avait l'air, l'herbe. Peut-être que les feuilles sont plus larges chez nous, mais c'est plus petit ici, je ne sais pas. Mais une fois que je le goûte, j'étais comme, oh mon Dieu, je connais ça. Ça, c'est la chose qu'on faisait, telle pâte avec telle sauce ou telle tisane ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est tout ça comme... Après, OK, donc c'est-à-dire que c'est tel ingrédient que je peux utiliser pour recréer un plat de ce que je mangeais ou ce qui est considéré authentique en Turquie. Comme je suivais aussi les saisons un peu de la Turquie parce que je ne connaissais pas les saisons ici dans le sens, parce que là, pour moi, une fois le printemps arrive, il y a déjà des légumes qui commencent. Mais ici, jusqu'à la fin juin, il n'y a pas grand-chose à part les primaires qui sont radis, laitue, quelques petits verdures, point. Mais c'est pour ça qu'au printemps, j'avais toujours des plats comme aubergines. Je suivais vraiment le calendrier que j'étais habituée en Turquie. De toute façon, presque tous mes plats étaient basés sur mes mémoires d'enfance, les mémoires des saveurs de mon enfance ou des choses que j'avais mangées en Turquie. Et est-ce que tu avais beaucoup de clients turcs qui venaient? Non. Non? Non. Non, parce que c'était pas... J'ai jamais voulu nécessairement cuisiner pour les Turcs non plus. Okay. Ils sont toujours bienvenus s'ils veulent. Ils étaient toujours bienvenus s'ils voulaient. Mais c'est une autre histoire pour moi. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de restaurants ethniques qui s'ouvrent avec des différents buts et différents idées. Mais moi, je voulais vraiment faire connaître la cuisine turque. Puis, je n'ai pas besoin de faire connaître la cuisine turque aux Turcs. Donc, surtout, ils ne sont pas très... c'est parce que, puisque la cuisine est très régionale, puis les Turcs sont un peu comme... S'ils viennent de sud, ils vont venir, puis ils vont manger, puis ils vont dire « Oui, mais c'est pas comme ça. » Ma mère le faisait pas comme ça. Non, c'est ça. Donc, ça, j'haïssais. Ma mère ne faisait pas comme ça exactement, mais je ne fais pas la cuisine de ta mère, tu vois. Donc, je répondais comme ça, les gens. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de clients. Et est-ce que tu vas souvent en Turquie? Oui. Et est-ce qu'il y a des plats ou des choses que tu as découvertes en Turquie que tu faisais, que tu faisais ton interprétation à Montréal dans ta cuisine, et puis tu l'as découvert un peu différemment en Turquie,
Et ça t'a... Ben, en fait, peut-être. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qui s'est passé depuis des années, donc des fois j'oublie. Connaissez-vous le manti? C'était un des plats le plus aimé au Sous. C'est des petites... Au début, on les a traduits comme raviolis, mais ce ne sont pas des raviolis, ce sont en fait dumplings, parce que ça vient de la cuisine très ancienne, la Turquie. C'est parce que les Turcs étaient nomades. Mais cette pâte-là, c'est vraiment comme un petit paquet farci avec soit l'agneau, soit bœuf. Ça dépend de la région, ça dépend aussi. Anciennement, c'était plus l'agneau parce que c'est l'animal qui était élevé plus. Mais je sais pas, avec le temps, je pense qu'on a commencé de importer le bœuf, puis c'est rendu la viande plus aimée, moins gras, je ne sais pas. Donc, en tout cas, tout ça pour dire soit l'agneau, soit bœuf avec un peu d'oignon, sel, poivre, puis c'est cuit dans l'eau bouillante salée en 1 minute. Après, en Turquie, habituellement, on verse une bonne quantité de yogourt dessus, le beurre avec de piment turc, chili. Puis voilà, la menthe, ça dépend. Ben moi, j'ai décidé de le faire différemment. D'abord, je mets le yogourt dans le fond de l'assiette, comme ça on peut voir la pâte. Sinon, on voit juste une yogourt. Puis déjà, en mettant le beurre, se fige sur le yogourt qui est froid, parce qu'on ne peut pas chauffer le yogourt, ça va se briser. Et ça va se cailler, en fait. Puis, donc, finalement, je le mettais dans le fond, puis je fais les pâtes on cuit, on le mettait par-dessus, puis le beurre, j'avais découvert dans l'autre région, la Turquie, ils utilisaient aussi le sumac dans le beurre ou par-dessus après. Puis j'ai décidé de faire une mix de piment turc, la menthe qu'on séchait chaque semaine et le sumac. Donc on mettait ça dessus. Puis une petite sauce tomate, comme coulis de tomate un peu. On le faisait aussi maison. Un peu plus tard, ben, ça c'était comme... Même aujourd'hui, les gens demandent comme incroyable comment ça, les gens disent que ça goûte le ciel. Je ne sais pas qu'est-ce que ça goûte le ciel, mais ça se mange tout seul, ça se glisse dans la bouche. Donc, j'ai tout entendu. Un peu plus tard, il y avait la demande végétarienne pour ce plat-là. Puis, quand j'étais petite, dans ma région, puis le menti, en fait, cette pâte-là, c'est différent dans chaque région. J'ai décidé de le faire avec lentilles vertes qui imitent vraiment la viande hachée, soit de look, soit de goût. C'était aussi comme... C'était moitié-moitié. Les gens demandaient soit la viande et l'autre. Puis un peu plus tard, quelques années plus tard, quand j'étais en Turquie, j'avais vu que quelqu'un avait commencé de faire le menti façon végétarienne. Comme ça, j'étais comme, OK, c'est peut-être médias sociaux. Ou peut-être les gens pensent la même chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait plein de choses, je pense. En plus, quand j'ai commencé, donc, c'est sûr que pour faire connaître, ben, je suis une personne extrêmement responsable, dans toutes sortes. Donc, vous me donnez 2 poules, je ne dormirai pas, je vais les regarder. À quel point je suis responsable. Donc, c'est... quand je dis je vais représenter la cuisine turque, donc j'ai pris toute la responsabilité moi-même. Donc, je dis, il faut que ça soit parfait possible. Il faut que ça représente bien. Il n'y a pas de choses fake. Et aussi, comme la cuisine turque, c'est quoi? Donc, ça n'a pas commencé il y a 100 ans. Ça a commencé il y a 1000 ans, peut-être. Ou au moins, je peux aller quelques centaines d'années, les documents que je peux trouver. Puis j'étais curieuse aussi, oui, mais c'était quoi la cuisine pendant le temps, l'Empire ottoman? Parce qu'il y a des plats qui ne ressemblent pas à la cuisine turque aujourd'hui,
qui est vraiment comme... Il y a beaucoup de tomates dedans. Donc, quand on enlève la tomate de la cuisine turque d'aujourd'hui, ça s'appellerait plus la cuisine turque. Imaginez comment c'est important. C'est comme un peu la cuisine italienne, peut-être. Et on s'entend, Dans la cette sens. tomate est arrivée au XVIe siècle ou le XVIIe Exactement. siècle. Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient jusqu'à-là? Mais C'est ça. déjà, comme on connaît aussi dans les sections des mezze, donc il y a des noix, il y a des fruits séchés. Donc, j'étais curieuse, c'est qui sont tous ces trucs-là. Et donc, j'ai commencé de chercher des anciens livres de cuisine ou des documentations et tout. Donc, j'ai découvert au moins une partie de la cuisine pendant le temps de l'Empire ottoman, surtout la cuisine des grands palais qui a été documentée. Donc, j'ai ajouté un exemple de ce genre de cuisine ancienne, turque, dans le menu à chaque fois que je change le menu. Donc, c'est comme les lapins sont braisés avec... Eux, ils utilisaient des raisins noirs, mais moi, je n'arrivais pas à trouver des raisins noirs tout le temps. Mais je faisais avec le camembert. Ou si c'était pendant le temps de cerises, les griottes, je faisais avec les griottes aussi. Donc, il y a le poulet avec les abricots, pruneaux. Donc, c'était des choses que l'hiver, surtout, parce qu'il y avait un petit peu de miel, il y avait des amandes grillées. Donc, j'ai mis les choses ensemble. Donc, j'ai créé la recette un peu à mon goût et un peu pour aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'ai fait des choses comme ça. Puis, un peu plus tard, j'ai vu aussi quelqu'un a ouvert un restaurant à Istanbul qui fait seulement la cuisine ottomane, par exemple. Tu y allais manger? Oui, je suis allée manger. Alors? OK. Pas de tomates? Pas de tomates? Non, pas de tomates. C'était bon, c'était bon. C'est meilleur chez ta mère? Mais ma mère n'a jamais cuisiné ce genre de trucs-là. Ouais. Elle fait une vraie cuisine égéenne. C'est toutes des verdures, des légumes, le poisson, un peu de viande. Et puis, alors en 2020, tu fermes le restaurant Sous, le restaurant de Verdun. Oui, en fait, ça, oui, c'est sûr que les gens, c'était pas très, très clair. C'était à l'envers. C'était pas le but de fermer le restaurant et venir ici. C'était faire ça quand même. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à l'histoire. Au début, là, Tu voulais ouvrir un deuxième restaurant. Je voulais avoir une fermette. OK. Une fermette, avec une table dedans. Mais c'était plus vraiment pour cultiver mes légumes. Et après, au début, c'était juste une idée d'avoir la terre puis cultiver. Est-ce que c'était parce que tu t'ennuyais de cultiver la terre ou est-ce que c'était parce que Moi, j'ai jamais cultivé de la terre, moi. J'avais jamais... Non, c'est pour manger local. Moi, c'était pour avoir des légumes qui goûtent de quelque chose. Ouais. Là, goûtent quelque chose. Donc, C'était parce que tu avais du mal à trouver ça Ben oui. Je me rappelle une fois, avec un fournisseur, la caisse d'aubergine, je l'ai retournée 4 fois dans la même journée. Il livrait. Je disais comme ça, c'est pas bon, on retourne-le. Puis finalement, le représentant, il est descendu dans l'entrepôt. Je pense qu'il a choisi une par une de chaque boîte. Puis il a fait une boîte des aubergines OK, selon moi, mais parfait pour lui, probablement. Puis il m'a envoyé ça avec le taxi. À quel point c'était important pour moi. La viande ne m'inspire pas. Je peux cuisiner tout ce qu'on peut. Ben, l'agneau, je suis bonne pour faire plein de choses avec. J'ai fait une compétition Iron Chef qui était le bœuf par ma chance. Mais je peux tout faire, mais ça ne m'inspire pas, la viande. Donc, j'ai besoin de légumes. J'ai besoin de bons légumes. C'est quoi qui t'inspire dans les légumes? On peut tout faire avec les légumes. Il y a rien qu'on ne peut pas faire avec les légumes. Donc, on peut faire purée, soupe,
liquide, grillé, mijoté, braisé, ajouter plein de choses. Pour moi, les légumes ne sont pas des accompagnements. Je peux faire 10 000 choses avec les légumes. C'est quoi ton légume préféré? Celui dont tu pourrais ne pas te passer. Je ne sais pas si des choses préférées dans ce sens. Oui, je reçois cette question souvent comme c'est quoi mon plat préféré ou l'ingrédient préféré? Ben, à part le yogourt. Non, je pense qu'à chaque fois que je cuisine quelque chose, je peux dire « Ah, c'est mon légume préféré ». Mais ça passe d'une chose à l'autre. Donc, c'est... Non, c'est ça, comme est-ce que c'est vraiment préféré? J'adore tous les légumes. Là, je pensais des poireaux. Oh, la saison arrive. Comment tu les fais, les poireaux? Ben, il y a des façons traditionnelles de cuisine turque. Comme souvent, on les mijote avec les tomates, oignons, ail. Je pense que c'est la base. Mais j'aime bien le vinaigré aussi. J'aime bien le moutarde. J'aime bien griller. Comme on enlève la chair, puis le milieu, ça reste comme du beurre. J'aime beaucoup farcir, rouler. Et donc, en fait, ta ferme, tu l'as construite, tu l'as achetée? T'as pas acheté une ferme, tu as acheté un terrain. J'ai acheté une maison en pierre avec un terrain. Agricole. On est dans une zone agricole. Donc, c'est... puisque la maison est déjà bâtie, on a droit de bâtir dedans. Et sinon, dans ce secteur-là, il n'y aurait pas droit. Donc, les grands champs-là, on ne peut même pas bâtir une grange dessus. Et tu as construit ton potager idéal? Pour de vrai, pour certaines personnes, c'est considéré miracle parce que j'ai jamais cultivé. Il y a 10 ans, si les gens m'amenaient des plantes vertes pour la maison, je détestais, comme je disais, comme c'est sûr que je vais les tuer parce que je vais les oublier arrosées. Et on parle des plantes de maison, là, on parle des fleurs, ce genre de trucs. Parce que là, je travaillais, je sais pas, 15-18 heures par jour, puis 6-7 jours semaine, puis les plantes à la maison, c'est sûr que c'était la dernière chose que je voyais. De là, ici, c'est incroyable. Donc, j'ai jamais planté rien dans ma vie. Donc, j'avais une... Comme ça arrive à tout le monde, je crois. Donc, des fois, on sait des choses, mais on ne sait pas comment on sait ces choses-là. Je pense que cultiver des légumes, des semis, faire des semis, des semences, je le savais, mais je ne sais pas comment. C'est dans tes gènes. Peut-être. Ouais. Mais quand j'étais toute petite encore, ma grand-mère, parce que la famille, mes parents n'étaient plus maraîchers, puis elle était, je pense qu'elle avait dans ses fins soixantaine, puis elle avait envie d'en faire encore, puis il y avait une terre qui était disponible, donc elle l'a fait là, puis je le suis. Cet été-là, je suis allée à chaque fois qu'elle allait, puis j'ai vu des choses qu'elle faisait. Peut-être qu'elle m'a dit d'aller cueillir quelques trucs, mais j'étais toute petite, je ne me rappelle pas tous les détails. Mais à part ça, j'ai rien vu. Mais quand on veut vraiment faire quelque chose ou apprendre quelque chose, on apprend. Et alors, comment tu as appris? Tu as lu des livres? Tu as rencontré des gens? Parce que tu n'avais pas eu d'employés qui t'ont... Non, mais au début, de toute façon, le restaurant était ouvert. La maison ici n'était pas habitable. Et la terre n'a jamais été utilisée pour cultiver de quoi. Donc, c'était juste une terre vide pendant... depuis toujours. Donc, j'ai acheté des livres, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai lu beaucoup dessus. C'est ça, j'ai regardé, j'ai posé des questions. Puis au début, après, comme sur le paquet de semis,
des semences, c'est écrit à quoi faire. J'ai essayé, ça marchait. Donc, les semis ont commencé à grandir, puis le temps de transplantation est arrivé, mais il n'y avait pas un potager. Donc, j'ai trouvé, il y a une club bio pas loin d'ici. Je suis allée voir un agronome. Ils m'ont expliqué comment ouvrir la terre, mais la terre ici, c'était impossible parce que ça n'a jamais été utilisé comme ça. En tout cas, finalement, j'ai engagé quelqu'un pour enlever la partie qu'on voulait ouvrir comme potager. Ils ont enlevé les gazons, les mauvaises herbes et tout. Après, j'ai commandé la terre biologique, comme 6 pouces, 8 pouces. Je pense que c'était 8 pouces. Donc, ils l'ont livré. On a préparé les beddings, ça s'appelle. Là. Donc, en faisant ça, on entend les choses, on commence à voir des choses. Donc, on a appris comment faire le goutte à goutte, les tuyaux d'eau en dessous. Puis aussi, j'ai dit, regarde, j'ai un restaurant, il faut que je sois là quand même si je peux être ici 2-3 jours semaine. Et je ne peux pas venir arroser les plantes tous les jours. Puis, je viens de l'informatique. Mon mari est toujours informaticien. Pour nous, il faut que tout soit automatisé. Donc, si on ne casse pas la tête, on travaille un peu plus fort au début, mais c'est automatisé. Après, on peut juste contrôler. Donc, on a mis les gouttes à gouttes, on a mis les géotextiles, on a planté nos semis. On a rangé comme tous les matins, de telle heure, ça arrose, les soirs s'il faut. En tout cas, donc, on a commencé comme ça, puis ça a poussé. Ça a poussé tellement bien. Dès la première année, tu avais eu la première année, c'était encore comme... Wow, je pense que ça, c'était la publicité. Tout poussait très, très bien. C'était un très bel été, en fait. Et le goût des premiers légumes, tu étais satisfaite? C'était magique. C'était vraiment magique. Donc, c'est juste le plaisir de les cueillir, de les sentir, juste d'être autour de cette plante-là. Puis après, on mettait ça dans l'auto, on emmenait au-dessous, puis les cuisiniers sortaient au parking pour aller chercher les caisses avec nous. Et ils étaient comme dans le nuage aussi. C'était vraiment très, très, très magique, là. On adorait cuisiner avec ça. Puis, donc, les courgettes qu'on fait pousser, moi, souvent, je ne les cuisine même pas. Je ne les cuis pas, ce que je veux dire. Comme elles sont tellement tendres, fraîches. Donc, cuire puis faire tomber ça me fait un peu bizarre. Donc, souvent, j'essaie d'utiliser des recettes crues, ce genre de trucs, pour ce genre de légumes. Les tomates, je vais vous faire goûter les tomates tantôt. Il y en a qui pèsent 1 kilo. Puis j'ai fait aussi, comme je cherchais des semences ancestrales, les semences qui appartiennent ici à ce climat, à cette terre-là. Donc, j'ai trouvé plein de choses, j'ai appris plein d'histoires. Ouais. C'était vraiment, vraiment magique ces 2 ans-là. Donc, on était prêts. Donc, ils ont fini la maison, réparé, on était capable de déménager. Puis, ils ont commencé à bâtir ici novembre 2019. Tous les plans étaient pour l'ouverture de la table au printemps 2020. Mais voilà, la pandémie est arrivée. Je n'étais pas nécessairement obligée de fermer le sous, mais on a perdu notre équipe. Donc, c'est les gens qui faisaient du service, ils sont tous partis. Et il y avait seulement 3 personnes dans la cuisine qui voulaient continuer à la cuisine, puis le reste voulait changer de carrière. Et nous, on avait déjà annoncé que ça serait une ouverture ici. Puis mon sous-chef là-bas a été déjà engagé 1 an avant parce que c'est lui qui allait venir avec moi ici. Donc peut-être qu'il resterait, moi j'allais faire les 2 avec une équipe, lui il ferait ici. Mais tous nos plans ont été comme tombés à l'eau,
en ce sens. J'étais tellement prête mentalement de réouverture ici, puis le jardin. Il y avait un moment que le propriétaire du bâtiment était un peu ennuyant. Puis j'étais comme, OK, on va le fermer. Puis on va le fermer parce que sinon, j'étais obligée de me diviser en deux, être là-bas, essayer d'engager toute une nouvelle équipe, puis ici en même temps. Puis en fait, table champêtre ou table fermière, on peut appeler comme on voulait, là. Puis c'est pas la même cuisine qu'on fait pour un restaurant. Donc, c'est ici que je suis un petit peu plus éloignée de la cuisine turque. Mais présentement, je ne fais pas une cuisine d'une nation. Je fais une cuisine intuitive basée aux ingrédients. Donc, moi, c'est comme, je regarde aux courgettes, puis ce que je me suis inspirée de faire aujourd'hui, je le fais. Des fois, je commence avec une idée, puis je finis complètement avec d'autres plats. Parce que là, la table fermière au Bika, il y a juste toi qui cuisine. Cette année, oui. Avant, j'avais des employés. Ah oui? Alors pourquoi tu as changé pourquoi? Ben, au début, c'est ça. J'ai commencé avec mon sous-chef, qui est un Français. Et il était ici avec un visa de travail. Puis avec la pandémie, je ne pouvais pas garantir son travail pendant des mois qu'on ne serait pas ouvert. Puis je pense qu'il n'avait pas droit d'aller chercher un chômage non plus. Puis on était comme... Ils nous ont laissé ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc l'hiver arrivait, puis il était comme, ben là, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, au moins, je vais retourner en France, puis on verra. J'ai dit, OK. Ben, il est retourné en France, mais il n'est pas retourné ici après. Il a vu. Mais c'est aussi comme, c'est normal. Après, je comprends. Et là, au printemps, j'ai annoncé, j'ai engagé du monde. Mais c'est sûr que c'est très romanticisé. Donc, c'est « Wow, le jardin, on va cuisiner les légumes, on va toucher. » Mais c'est pas le même beat ou le même rythme de restauration à Montréal. Ben, peut-être qu'il y en a des gens qui font ça comme ça, mais moi, je ne voulais pas. Donc, si vous avez vu ma cuisine, il n'y a pas des stations, il n'y a pas des postes de cuisine. Donc, toi, tu es garde-manger, toi, tu fais la sauce. Moi, je voulais que les gens ici soient vraiment ouverts à l'idée de comprendre la nature de la cuisine de la terre à la table, qui peut changer tous les jours. Parce que habituellement, dans la restauration, on a des recettes qui sont tous standardisées. On apprend les recettes aux cuisiniers, cuisinières. Ils répètent la même chose. C'est un cubicle au lieu d'un bureau, c'est dans la cuisine. On a une liste à faire, on vient, on rentre, on fait check, 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 check. Donc, c'est fait ma job. Le lendemain, on recommence. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, aujourd'hui, j'ai cueilli 3 courgettes, mais 10 aubergines. Donc, c'est-à-dire que ce soir, peut-être que je peux m'en sortir avec ces 3 courgettes-là, mais demain, ça serait pas ça. Donc, il faut suivre cette rythme-là. Sinon, je fais la cuisine de restauration, mais dans une ferme. C'était pas ça mon projet. Mon projet, c'est le jardin qui me dit à quoi faire. C'est pas moi qui lui dis qu'est-ce que je vais faire. Oui, il y a un arrangement faisable, mais on ne peut pas quand même dire le jardin qui va pousser plus vite. Est-ce que c'est magnifique, mais est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. Il faut juste savoir comment faire parce que j'ai 0 gaspillage. Et c'est la seule chose. Donc, si on n'a pas une équipe qui est capable de suivre ça ou apprendre puis continuer, c'est sûr que ça me fait difficile après dans le sens comme j'engage le mois de mars, je fais formation le mois d'avril, j'ouvre début mai, je continue la formation. Ils sont pas pires rendus le mois d'août.
Octobre, tu fermes. Voilà, on est rendu le mois d'octobre, fin octobre, ben on ferme. S'ils ne reviennent pas, ah ben là, moi, je recommence. Ah, c'est fatigant. Ça, c'est plus que fatigant. C'est quasiment dégoûtant. Ça tue un peu la magie. Donc, Et pourquoi ils ne reviennent pas? ben parce que les gens, souvent, quand ils viennent, ils sont curieux, ils sont enthousiastes, ils veulent faire une expérience, ils veulent apprendre comment ça, ils veulent vivre dedans pour une saison, puis c'est tout. Ça, c'est un effet sur certains. Puis l'autre, il y en a qui voulaient retourner, puis j'ai eu 2 qui sont retournés 2 ans consécutifs. Mais après, pendant l'hiver qu'on est fermé, parce que moi, quand j'étais plus jeune, même aujourd'hui, je le ferais, là. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir, comme, mettons, je cuisinerais pendant 6 mois, puis après, je voyagerais pendant 6 mois en travaillant. J'apprendrais d'autres choses, j'allais voir d'autres façons ou d'autres mondes. C'est parce que chaque chef a ses idées, des fois fous, mais des fois super intéressantes, mais des fois fous, mais très, très intéressantes. Donc, on peut apprendre tellement de choses en travaillant, en voyageant. Donc, où on prend un cours, on travaille avec quelqu'un qui fait technique qu'on ne sait pas encore. Donc, ça peut être plein de choses. Mais je pense que les gens aiment plus de continuer là où ils sont pendant quelques années, puis après changer d'autres choses. Donc, au lieu de faire un peu de ça, un peu de ci. Et sinon, rester à la maison, chercher le chômage pendant quelques mois. Mais c'est juste pour ça, comme ça m'est arrivé, comme il y a 1 an, on a ouvert jusqu'à fin novembre, puis on a ouvert début mars. Puis début mars, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai chauffé la serre pour pour avoir des choses quand même assez plus rapidement. Mais ça se fait. Mais dans ce cas, ils étaient supposés de retourner tous les 4, mais juste 2 qui sont retournés. Puis, il faudrait trouver 2 autres personnes, faire de formation. Donc, on revient encore et encore et encore la même chose. Et c'est sûr que ça, en tout cas, ça m'a tué un peu l'esprit de faire ça. Puis, j'ai décidé comme je dis, de toute façon, pour moi, le but, c'était vraiment cuisiner pour les gens qui veulent venir manger ma cuisine, dans le sens avec les légumes que je fais pousser. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement des légumes dans le menu, là. C'est la star. C'est le star. Donc, il n'y a aucun protéine qui est servie sans légumes. On commence avec légumes, on finit avec légumes. Dedans, il y a poisson, fruits de mer, viande, mais c'est jamais juste un morceau de viande. Ah ouais? Parle-nous un peu de dessert avec légumes? Non. Oui. Ah ouais? C'est sûr que la tomate, c'est un fruit. Ok. Il y en a souvent avec ça, mais des fois, comme je fais aussi comme un genre de sorbet, crème glacée, de poivrons, de piments. Il y avait des clients, ils ont dit une chance que c'était obligatoire. C'était pas un menu à choix, j'allais jamais choisir. Mais je suis très contente d'avoir mangé puis faire l'expérience. C'était quelque chose comme je jamais imaginerais. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, l'année passée, il y avait beaucoup de courges de l'automne, mais on ouvre au printemps. Il y a plein de courges dans le congélateur, comme déjà cuit, sous-vidé et tout. Mais là, on ne sert pas les courges au printemps, ça fait bizarre. Je dis, oui, mais je veux vider quand même ça. Là. Je ne veux pas garder pendant des mois dans le congélateur. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on peut faire un pain avec. On peut faire une brioche avec. Comme ça, on peut servir un fromage. Parce que moi, je n'aime pas servir un morceau de fromage acheté. Ça fait bizarre dans ma tête de servir fromage comme ça, surtout dans notre style. C'est pas nous qui faisons le fromage. Oui, OK, on peut mettre le fromage de quelqu'un qui fait autour de nous, mais
ça ne donne pas une valeur à ce qu'on fait. Donc, acheter puis mis dans l'assiette. OK, je suis capable de couper un morceau de fromage, là. Donc, mais quand je fais un pain qui est intéressant, qui a de légumes dedans, ou le pain fait avec le légume, donc là, il y a du sens. Donc, c'est ça ma tête un peu de ce genre de truc-là. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as parlé du yaourt. Et on a senti. L'amour très fort. Moi, j'ai senti quelque chose pour le. C'est toi qui te fais ton propre yaourt? Bien sûr, depuis toujours. C'est quand tu es arrivé au Canada, ça a été un choc de manger ce qui était proposé en épicerie? C'est la première fois que j'ai quitté la Turquie, mon pays, ma famille, et je ne savais même pas comment je vais trouver un employé. Je ne sais même pas si je travaillerais, je resterais. De toute façon, je suis venue comme étudiante étrangère. Puis, j'avais aucune idée là où j'allais, puis qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'allais faire. Mais dans l'avion, j'avais une inquiétude dans ma tête. Est-ce qu'ils ont du yogourt? C'est à quel point c'est important pour moi. Donc, c'est quoi pour toi qui est important dans le... C'est quoi? Ouais, ça représente quoi, justement? Mais pour moi, le yogourt, ça n'existe pas cuisine sans yogourt. Donc, c'est un produit... Ben, pour nous, en Turquie, déjà, comme je ne suis pas seule dessus, donc il y a du yogourt toujours. C'est comme on amène le pain à la table, on amène un bol de yogourt si le plat n'a pas été déjà fait avec du yogourt. Mais aussi, le yogourt pour nous, c'est plus salé que sucré. Donc, c'est rarement on mange le yogourt sucré. Et, puis, c'est un ingrédient neutre. Donc, on peut le faire sucré, salé, mais on peut utiliser certains plats comme je fais une soupe au yogourt, c'est cuisiné, c'est cuit, c'est chaud, c'est pas froid. Est assez riche. Donc, on peut faire, on cuit la viande des fois comme une blanquette sur l'agneau. On peut rendre le plat riche ou on peut faire des petites sauces, quelque chose à côté qui peut rafraîchir le plat. Mais je l'aime juste par la nature, je crois. Depuis toujours, c'est dans ma vie. Puis, je ne peux pas imaginer de ne pas avoir le yogourt. Ça fait bien bizarre. Donc là, tu sais pas ce qu'on va manger vendredi, mais tu sais qu'il y aura du yogourt. Absolument. Ça, c'est sûr. Et comment ça se fait? Au moins quelque part. Comment ça se prépare du yogourt alors ici? Ici, il y a du lait Jersey que j'aime beaucoup. Il y a des fermes qui le... Donc, il faut du lait entier, c'est ça? Du lait entier. Ça se fait avec du lait... écrémé ou 3%? Écrémé, je ne sais pas, j'ai jamais fait. 2%, ça fonctionne aussi. Mais je ne suis pas la personne qui chercherait des ingrédients diète, là. Donc, surtout le lait. Il faut que ça soit entier. Après, on bouille le lait pour que l'eau soit évaporisée un petit peu. Donc, le lait devient un petit peu plus, je ne dirais pas condensé, là. Donc, on parle juste 15 minutes pour que ça soit un petit peu Réduit. stable. Oui. Après, on laisse refroidir jusqu'à 38 degrés à peu près, 38-40 Celsius, on parle. Évidemment, moi, après toutes ces années Fahrenheit, pour moi, à part le four, je ne sais rien. Et une fois c'est refroidi, on a, pour 1 litre du lait, 1 cuillère à soupe de yogourt délayé dans quelques cuillères de yogourt, du lait. Après, on mélange avec, puis on met dans le four avec la lumière allumée. Pas le four allumé, avec la lumière allumée. Ça crée un environnement de 38-40 degrés Celsius. Donc, ça reste là. Moi, je fais souvent le soir, parce qu'on n'utilise pas le four. La nuit, avant d'aller se coucher, on peut mettre ça dans le four. Le lendemain, quand on se réveille, c'est déjà prêt. On met dans le frigo, on ne touche pas. On laisse reposer pendant une journée. Le lendemain, on peut commencer à manger.
Et là, tu choisis si tu vas le faire salé ou sucré. À partir de là, on peut égoutter pour faire le yogourt comme l'abnais, comme on appelle yogourt grec. Donc, c'est-à-dire le yogourt était égoutté. C'est plus épais, donc si on peut utiliser comme mésé ou comme accompagnement à quelque chose. On peut déposer les légumes grillés dessus si on veut. On peut faire des pâtes. Nous, on mange les pommes de terre, les frites, avec le yogourt. Et c'est tellement bon. Assaisonné le yogourt ou... Un peu de sel. Sel, ail est souvent très commune, donc c'est yogourt à l'ail. Mais ça peut être tel quel aussi. Si les pommes de terre sont bien salées, ça va fonctionner tout seul aussi. Pendant l'été, on fait beaucoup des légumes variés, poêlés, quelques morceaux de tomates tombées, puis yogourt à l'ail. Huile de tournesol. Je réponds pas ça. Donc, l'huile de tournesol, ça peut aller absolument, mais c'est sûr que par tradition, pour moi, ça peut être l'huile d'olive, mais ça fonctionne parce que j'ai déjà fait au restaurant avec tournesol aussi. Ah, écoute, ouais, on pourrait continuer pendant longtemps, hein, mais j'ai beaucoup de bagages. Mais on a 1 heure à peu près, on a passé notre quota déjà là. Juste une dernière question. Tu es seul. Je pense que j'ai compté 26 places assises. Tu sers le restaurant en entier? Je peux servir 26 personnes sans problème, mais on a droit à 20. Ok. Donc tu sers 20 places, 20 personnes. C'est tout le monde, le repas part en même temps pour tout le monde? Tout le monde mange en même temps, oui. Okay. Donc, c'est 7 services le soir, puis 5 services le midi, le dimanche. Et puis, quand on dit 7 services, pour moi, il y a toujours un autre plat à côté. Donc, on a un plat individuel puis un plat partagé. Ça fait partie de la tradition de la cuisine turque. Il faut qu'on partage quelque part. Donc, ça se fait pas juste je mange ça puis tu manges ça. Merci beaucoup, Fisoun. C'est passionnant. Là, en plus, on est dans une serre. Hein. C'est pas une serre, c'est une verrière là où est la salle de ton restaurant. On a la vue sur les jardins. Là, on est début septembre. Il fait beau. C'est un environnement de rêve. Bravo pour ce beau projet. Et puis, merci les amis de nous avoir écoutés. Restez dans le jus. Ciao. Ciao.